Vincent, si tu veux bien me rejoindre. On te laisse la parole. Comme vous avez pu le voir, donc, je suis venu vous parler du projet Vigilac. Aquitain, donc c'est à peu ou prou les lacs dont a parlé Aurélien sur le projet d'ILAC. L'idée, c'est de s'intéresser aux impacts des changements globaux. Alors nous, on parle plutôt de changements globaux dans le sens où on intègre à la fois les changements climatiques, donc on a parlé de température, mais aussi du changement des régimes des vents, des espèces exotiques envahissantes qui font partie des changements globaux, et puis l'artificialisation, des impacts d'origine physique sur les zones littorales des lacs notamment. Et bien sûr, d'où notre maillon biologique préféré, c'est les macrophytes, les grandes plantes visibles à l'œil nu. Parce que comme l'a expliqué Anaëlle tout à l'heure, qui a fait une excellente introduction, on connaît donc le rôle très important de ces plantes sur le fonctionnement des lacs. Et donc les 5 mots-clés du projet Vigilac, c'est analyser, surveiller, anticiper, conserver, et puis communiquer les résultats, essayer de transférer ces données. Donc c'est une équipe de recherche assez complète, une belle brochette de personnes efficaces. Que ce soit, donc vous avez vu déjà avec nos partenaires communication, l'Agence régionale de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Donc merci à Marie Cellier et Karine Fortin nous avoir appuyé, nous avoir offert un bel objet de communication comme celui-ci. Le laboratoire EPOC, notamment avec Christina Ribaudot, puis l'UMR Biogéco avec Olivier Lepé, et puis notre équipe, l'INRAE EABX. Nos partenaires financiers, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et puis en partie aussi l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, et puis des partenaires opérationnels comme depuis historiquement le CIEP-Velg, le syndicat des lacs du Borne-et-Buch et Géolande. Ce projet s'intègre complètement dans la continuité des travaux qui ont été menés par le CEMAGREF, IRSTEA et INRAE depuis les années 70. Donc, Aurélien vous en a parlé tout à l'heure dans le projet d'ILAC. Et donc le projet s'échelonne entre 2022 et 2026. Donc le premier mot-clé, c'est analyser, c'est étudier par exemple premièrement les dynamiques de la température et de l'oxygène dissous dans l'eau. Donc on essaie de mettre en place une stratégie à moyen long terme de suivi in situ à haute fréquence pour essayer d'identifier les dynamiques temporelles de ces paramètres-là dans le contexte du changement climatique. Donc on a installé des sondes, donc vous voyez les triangles bleus. Donc on a mis 8 sondes température oxygène à la surface et au fond des lacs, donc dans le point de plus grande profondeur. 8 sondes, notamment dans les lacs qui sont impactés principalement par les espèces exotiques envahissantes. Donc on en a mis dans les herbiers et hors des herbiers. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Et puis on a un peu en tout quadrillé le lac avec des capteurs de température, notamment dans des zones peu profondes. Donc 24 sondes. L'idée, c'est d'identifier si on a des phénomènes d'hypoxie, d'anoxie, de stratification, de pics de chaleur, et puis aussi d'essayer de participer donc au réseau national de suivi thermique qui est porté par le pôle ECLA, le pôle R&D national, le pôle plan d'eau. Par exemple, un type d'exemple, voilà, ce qu'avec un optode on peut obtenir, donc une optode avec des températures de surface qui sont relativement constantes, relativement stables, par exemple à Parentis entre mai et juillet 2023, et puis on voit qu'au fond, on a une variabilité beaucoup plus forte, d'où ma question à Pierre tout à l'heure. Donc ce genre de phénomène, on ne le voit pas uniquement qu'à Parentis, on le voit aussi, même si sur une petite période, on le voit aussi sur des plans d'eau comme Lacanau ou Carcan-Ourtin. Donc ça, c'est une stratégie qu'on voudrait mettre en place sur le moyen long terme, et que ça puisse, si possible, durer un peu plus longtemps qu'au-delà du projet Vigilac. Là, on reste dans l'analyse et la dynamique, sauf que là, on va parler de macrophytes, de la dynamique spatio-temporelle des plantes, pour poursuivre les suivis qui ont été entrepris par le CEMAGREF depuis les années 1980, et essayer d'analyser les dynamiques de distribution, savoir où les plantes se situent donc dans le temps, et notamment les variabilités interannuelles.
On a donc le protocole historique qui est le tour des lacs. Donc on fait le tour des lacs à pied sur le long de secteurs contigus de 100 mètres. Et sur chaque secteur, on fait une liste d'espèces. On donne une abondance relative à chaque espèce. On a mis en place aussi un autre protocole qui est dédié aux roselières, sur des cadras, où on va réaliser des mesures de densité, de hauteur sur les roseaux pour connaître un peu aussi la dynamique de ces formations végétales particulières. On arrive avec des photos aériennes à reconstituer les superficies de ces formations à l'échelle des plans d'eau. En termes de résultats attendus, donc on va essayer d'élaborer des cartes de distribution pour savoir un peu où les plantes se positionnent au cours du temps, essayer de caractériser les trajectoires et les processus écologiques en cours. Ça fait l'objet actuellement d'un stage de maîtrise d'Alice, qui est parmi nous, Alice Moujaré, qui est en plus une cannelaise. Donc il connaît bien son sujet, au moins sur la région. Donc en tout cas, voilà le type de résultats qu'on peut obtenir. Alors ici, c'est lacs médocains, donc c'est quelque chose qu'on a commencé dans 2011, mais on a ce type de données pour le début des années 80 pour les lacs et étangs landais. Donc pour chaque année, on a une donne. En bref, si c'est 2011 et 2023, on va avoir les occurrences, les abondances moyennes. On peut observer, par exemple, pour la lobéie de Dortmund à Carcan-Ourtin, des augmentations d'occurrences et d'abondance. Par exemple, pour la littorelle, on peut avoir quelque chose de relativement stable, et puis parfois des régressions qu'on n'a pas encore, qui sont en cours d'analyse, par exemple pour Egeria, sur le pourtour du lac de la Canne. Sur le volet surveillé, je vous dis, ça va vite. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, qui s'intègre aussi complètement au PNA, sur les isoétides, c'est cette étude sur la compétition entre une isoétide indigène, qui est la lobélie de Dortmund, dont on a parlé tout à l'heure, et une autre isoétide qui nous vient d'Amérique du Nord, qui est la Sagittaire, la feuille de graminée, Sagittaria graminea, qui est présente sur au moins 3 plans d'eau, Caso sanguiné, Petit Biscarrosse et Parentis Biscarrosse. Et la question, c'est de savoir si cette Sagittaire, cette isoétide exotique, va progressivement... Alors on sait qu'elle s'intègre bien dans les plans d'eau, qu'il y en a de plus en plus, mais est-ce qu'elle prend la place des lobélies? Ça, c'était la question. Donc c'est pour ça qu'on a eu une approche multi-échelle, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des superficies d'environ 100 mètres carrés jusqu'à des cadras qui nous permettent d'avoir des données jusqu'à 1/16e de mètre carré, sur lesquels on a fait des mesures de traits morphologiques, la taille des feuilles, longueur, etc. On a fait du positionnement des individus au GPS centimétrique et on a même fait des mesures de fluorométrie. Vous voyez Aurélien ici qui est en train de flasher les plantes avec notre fluoromètre étanche. Et puis on a analysé les sédiments, parce qu'une de nos hypothèses c'est que le sédiment joue un rôle important sur la distribution de cette espèce, notamment la granulométrie et le pourcentage de matière organique. Donc les résultats attendus, c'est des cartes de distribution, de voir aussi quel serait l'effet des co-occurrences, c'est-à-dire que la présence ou l'absence des deux espèces de manière concomitante sur la morphologie et la physiologie des deux espèces, et d'identifier le rôle du substrat. Un type de résultat qu'on a obtenu, c'est sur des cadras. Vous voyez ce qu'on a fait cet automne sur donc 18 cadras où on a fait du positionnement d'individus. Donc chaque point vert est le positionnement au GPS centimétrique de chaque individu. Donc ça, c'est la lobélie. En bleu, oui, c'est bleu chez vous, c'est de la Sagittaire. Et puis là, on voit les zones où elles sont toutes les deux ensemble, donc à l'échelle de 1 mètre carré. Et donc ça, une relecture de ces données-là est prévue en 2025-2026. Je ne sais pas encore quelle année on ira, mais on ira bientôt. En termes de conservation, on a vu sur le film Estelle, donc Estelle Marie Blancard, qui est en thèse actuellement, à cheval entre notre laboratoire ABX et puis Biogeco, et qui va s'intéresser à la diversité génétique à plusieurs échelles des macrophytes et essayer de comprendre les relations biotiques donc, entre les espèces, et essayer d'estimer les flux de gènes et de la dispersion des macrophytes. Estelle a fait un gros travail de terrain l'année dernière où elle a géoréférencé aussi au GPS centimétrique et prélevé 4050 individus issus de 9 espèces sur 5 lacs. Et elle a fait un travail de laboratoire aussi conséquent, qui est en cours je crois, de génotypage de microsatellites par séquençage. Voilà, donc pareil, c'est toujours difficile en 3 diapos de parler d'un gros travail de thèse. Après, vous pouvez aller voir Estelle si vous avez des questions. Mais l'idée, c'est de prendre en compte la diversité génétique dans la conservation. Ça, c'est assez novateur, c'est pas quelque chose forcément qui est habituel. De quantifier le risque d'extinction des populations par rapport justement à la diversité de ce patrimoine génétique. De définir l'échelle de la mise en œuvre de la conservation, parce qu'il faut travailler à l'échelle d'un secteur de rive ou à l'échelle de plusieurs lacs. Et d'identifier les relations entre les espèces en compétition, facilitation, notamment pour aider à maintenir et à conserver les espèces patrimoniales.
Un autre point qu'on a entamé avec les collègues du CIEP-Velg en 2020, c'est d'évaluer les opérations de restauration des rives du lac de Carcamortin. Suite, vous voyez, à des impacts qui sont liés à des passages de véhicules sur la berge. C'est ce land art là que vous voyez, qui est tendance donc à piétiner, on va dire, à détruire les plantes. Et donc, il y a eu une mise en défend sur un site expérimental en 2020. Et l'idée, c'était de faire l'état initial des plantes avant de voir un peu l'efficacité d'une telle opération de restauration. Et cette démarche aussi s'intègre aussi sur une démarche d'un réseau national qui est porté aussi par nos collègues du pôle Éclat, dont certains que vous avez rencontrés aujourd'hui sont venus d'Aix pour nous rencontrer. Des résultats qu'on avait obtenus lors de cet état initial, c'est que vous voyez ici, par exemple, quand c'est en vert, c'est quand la présence, plutôt l'absence d'impact, alors que c'est en rouge, c'est quand il y avait une présence de cet impact. Et ici, c'est la densité des lobélites d'Ortmann. C'est significatif. Quand il n'y a pas de passage de véhicules, il y a plus de lobélites d'Ortmann. Donc on verra si effectivement, après la réduction du passage, on aura cette densité qui pourrait augmenter. On a pour le coup là quelque chose d'être assez novateur. Là, on essaie vraiment dans des questions vraiment de recherche dans le projet, c'est tout ce qui est lié à l'anticipation, la modélisation. Donc là, typiquement, nous, ce qu'on va essayer de faire, qu'on avait déjà commencé à faire avec Christina, c'est d'évaluer l'effet de l'hydrodynamique sur l'oxygénation dans les herbiers d'exotiques, pour évaluer un peu le brassage, les effets du brassage sur l'oxygénation des eaux, dans les herbiers et dans l'eau libre, pour essayer d'identifier les zones qui seraient soumises plus ou moins, plus probables, plus dépendantes, plus soumises à l'hypoxie. Donc on va essayer de déterminer des seuils critiques d'hydrodynamique entraînant des épisodes d'hypoxie, essayer de produire ce genre de carte. On avait déjà essayé de faire ça en 2021, quelque chose qu'on va continuer à améliorer avec plus de données et plus de capteurs. Donc on avait produit ce type de carte avec, ça c'est des cartes d'exposition au vent, donc plus c'est jaune et plus c'est exposé au vent, et quand c'est bleu c'est protégé. Et donc on avait produit des cartes, là vous voyez c'est les herbiers d'espèces exotiques, et quand plus c'est bleu c'est qu'on a une probabilité d'hypoxie qui est faible, et quand c'est rouge c'était une probabilité d'hypoxie qui est forte. Donc on va essayer d'améliorer ce modèle-là qu'on avait déjà publié, mais voilà, avec plus de données, parce que plus on a de données, plus nos modèles sont robustes. Sur un autre aspect d'anticipation également, c'est de modéliser la distribution potentielle des plantes à l'échelle des lacs. Donc ça, c'est un travail qu'on mène avec un postdoc allemand, Rainer Wunderlich, qui est venu nous rejoindre depuis cet automne. Et le travail de Rainer, c'est d'améliorer les travaux qu'on a développés en 2018. Donc lui, c'est un vrai modélisateur. Nous, on est écologues, on fait un peu de modélisation, mais lui, il fait vraiment que ça. Pour essayer d'évaluer l'impact des altérations physiques anthropiques sur les plantes aquatiques, toutes les plantes aquatiques, et de produire des cartes prédictives de la distribution des macrophytes, c'est-à-dire d'anticiper, de savoir quelles zones seraient favorables à la conservation des isoétides ou potentiellement quelles zones seraient favorables à l'arrivée ou l'introduction ou le développement de certaines espèces exotiques envahissantes. Et ça, c'est un peu un lien avec la question sur les isoétides, un peu l'impact du changement climatique sur les isoétides. Donc ça, c'est une action qui est portée par Christina, c'est d'évaluer le gain et la perte de biotopes aquatiques liés à la baisse du niveau des eaux, donc avec des scénarios de changement de niveau des eaux. Alors, l'idée, c'est de modéliser la disponibilité des biotopes favorables aux plantes. Donc ça c'est c'est quelque chose qui est fait aussi en lien avec les travaux de Rainer sur la modélisation, mais aussi au stockage de carbone selon différents scénarios d'augmentation de température. Donc l'idée c'est d'évaluer la superficie perdue ou gagnée pour tel habitat, un habitat favorable aux isoétides ou au contraire un habitat favorable aux espèces exotiques, et également savoir si ces variations de niveau d'eau auront un impact sur les rejets de carbone. Sachant qu'à côté de ça, on travaille avec Alexandre Priette de l'ENCEGID. Alors c'est très résumé, c'est Sébastien qui a produit ce schéma, sur un modèle qui s'appelle le Global Lake Model, où on est en train de travailler sur l'évaporation et la modélisation pour modéliser les chroniques des niveaux d'eau avec des scénarios qui sont proposés par le DRAS, le GIEC, etc.
Et à côté de ça, ensuite, par rapport à la variation des niveaux d'eau, de réappliquer les modèles de distribution de plantes qui ont été développés, si vous suivez bien, par Rainer avant, et de voir si on a une perte ou une gain de ces habitats pour les plantes. Et Christina est en train de travailler sur quelque chose aussi de très intéressant, qui est lié à l'estimation du potentiel de stockage et d'émissions de carbone à l'échelle des lacs, en fonction de l'hydropériode. Donc là, quelque chose qu'elle a développé avec des collègues de l'université de Parme, notamment Marco Bartoli, qui est venu avec du matériel novateur, notamment ces chambres flottantes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment novateur, avec une lecture directe des émissions de saturation en méthane et en dioxyde de carbone. Et bien sûr, il y a la traditionnelle chambre terrestre, qui est à l'envers. Il s'est passé un truc, non, sur le PowerPoint? La chambre, dans le transfert, elle a changé de sens. Bon, voilà, puis bancariser, communiquer, il y a effectivement l'enjeu d'alimenter toutes les données qui sont produites la base de données d'ILAC. Et puis, avec nos collègues de l'ARB-ANA, d'essayer de transférer et aussi communiquer les résultats de manière un peu aussi vulgarisée, comme vous l'avez vu sur le petit film précédemment, mais aussi par le biais d'une page web sur laquelle vous allez pouvoir trouver des liens pour les publications, des événements, des photos, des choses un peu plus sympas que des graphes, etc. Bon, je suis un peu vite, mais je suis dans les temps. Voilà, merci beaucoup en tout cas Vincent. À tous les partenaires du projet. Présentation très intéressante et qui s'articule parfaitement avec la première intervention d'Anaël, je trouve, avec le film. Je trouve que le déroulé était très intéressant. Merci. Tu vois, Jean-Pierre, tu as bien fait de rappeler mon surnom ce matin, parce que j'ai l'impression qu'on les a effrayés, non? Très très vite. Mais c'est bien, ça laisse du temps à la salle, ça laisse le temps aux questions, s'il y en a. D'accord? Si. Pas une question technique, Pierre, s'il te plaît. C'est une question, Pierre Anschutz, donc je me suis toujours posé, et on en a un peu débattu, mais je ne sais pas où on en est. Là, les plantes invasives, donc elles sont là parce qu'elles sont introduites, et puis ensuite elles peuvent se développer, mais est-ce qu'il y a un lien entre les biomasses de plantes invasives qu'il peut y avoir dans un lac et puis l'eutrophisation de ce lac, où c'est, je sais que l'hydrodynamisme joue un rôle important, c'était le sujet de ta thèse, mais est-ce que l'eutrophisation est aussi un paramètre primaire ou secondaire important dans le développement de ces plantes? Alors, ça dépend du contexte, en fait. Dans le contexte local, j'ai envie de dire, il n'y a pas véritablement de problème d'eutrophisation. Alors, moins sur les grands lacs, sur les étangs, c'est peut-être pas forcément vrai. Sur les petits étangs landais, c'est vrai qu'on a aussi un comblement naturel qui fait que ces plans d'eau ils sont comblés. Et donc, c'est aussi une manne pour les plantes invasives pour se développer à l'intérieur de ces plans d'eau. À la fois, les plantes, elles vont consommer aussi les éléments nutritifs qui sont présents, et puis les remettre à disposition au moment de la période de sénescence. Donc, c'est un peu comme un vase en vase clos. Tant qu'on n'exporte pas, peut-être dans les moments en phase critique, vraiment ces biomasses de plantes trop importantes, il y aura un cycle relativement pas vertueux, mais c'est un peu l'idée. Par exemple, je prendrai un exemple, peut-être pour être plus clair, sur Parentis biscaros. On a vu l'arrivée d'Egeria qui a de suite créé des problématiques très très importantes. Elle s'est installée dans les zones où il y avait des sédiments, où les eaux étaient calmes, et alors qu'on voyait progressivement des baisses de la quantité de phosphore dans le plan d'eau. Donc il n'y a pas forcément de relation entre la présence des espèces exotiques et l'eutrophisation. Il n'empêche que Parentis biscaros a quand même beaucoup plus de phosphore que les autres lacs. C'est pour ça que je posais cette question. Alors dans l'eau, on ne va pas mesurer plus de phosphore. Mais in fine, il y a un flux de phosphore qui arrive à disposition pour la production primaire qui est plus important. Après, en tout cas, je pense que la présence ou le développement des espèces exotiques dans les plans d'eau n'est pas forcément lié à ce phénomène d'eutrophisation. On voit qu'elles se plaisent bien.
Par exemple, on le voit dans le lac de Caso-Sanguiné. Egeria est arrivée depuis très peu de temps. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop où aller. On voit qu'elle se développe surtout dans les zones de halte nautique, là où il y a de la vase et là où c'est protégé des vents. Mais on ne peut pas parler d'eutrophisation à l'échelle du plan d'eau. Non, non, c'est sûr. Fred. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Laurent Picane, je me présente un petit peu pour situer le contexte au préalable de ma question qui te sera adressée, Vincent. Donc, je suis technicien lac pour la communauté commune des Grands Lacs. J'ai parmi mes missions surtout la gestion des espaces lacustres, les ouvrages hydrauliques, les niveaux des plans d'eau, la gestion des plantes aquatiques invasives aussi sur des secteurs en jeu comme les espaces portuaires. Et plus récemment, enfin depuis maintenant 3 ans, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes membres pour des travaux de dragage des espaces portuaires. Il y en a 26 sur le territoire, certains publics, d'autres privés. Je vais citer un exemple très concret parce qu'on a tous un petit peu travaillé sur le même port, le port de l'Esteille, commune de Sanguiné. Je me souviens d'une action bénévole en d'arrachage manuel de cette plante en plongée sous-marine en particulier. Malheureusement, depuis, la situation s'est largement empirée. On avait du lac Garot-Siphon, on ne trouve plus quasiment que de l'Egeria. La commune de Sanguiné a opéré dans un premier temps, avec mon suivi, des travaux de dragage assez importants l'année dernière. Il y a eu 7000 mètres cubes qui ont été évacués et ils sont actuellement encore en phase de réessuyage. Les travaux de dragage qui sont constamment suivis au préalable par des travaux de gestion, de régulation de la plante invasive, de plantes aquatiques invasives qui sont la plupart du temps la Garot-Siphon majeur et Egeria densa. Réglementairement parlant, c'est une obligation. Moi, personnellement, techniquement, je ne vois pas du tout l'intérêt. Parce que de toute façon, la banque de graines pour l'une, ou en tout cas pour la profusion de boutures, en tout cas est bien présente toujours dans le sédiment. Donc l'extraction des sédiments, à mon avis, devrait suffire largement pour une seule procédure. Mais bon, je m'éloigne un petit peu de ma question. Les travaux de dragage sont assez conséquents avec des moyens mécaniques qui sont très lourds. Là, en général, globalement, là, c'est avec une pelle amphibie. Il y en a une seule dans toute la France. Donc, vous imaginez les coûts assez exorbitants. Là, en l'occurrence, on parle de plus de 200 000 euros pour 3 hectares, à peu près. Et je pressens que ces travaux de dragage vont être de plus en plus fréquents. Ou en tout cas, ça va être une réaction des communes pour répondre à un usage économique qui est la navigation. Je réfléchis, et le sujet a été abordé tout récemment en commune de Sanguiné. Enfin, je réfléchis. La question a été clairement posée, est-ce qu'il n'y a pas une technique douce, alternative? Et tu as évoqué le sujet de la Sagittaria graminea, qui vous étudiez le fait si elle rentre en concurrence éventuellement avec la littorale, je crois? Non, la lobélie. La lobélie, pardon. Ce que je constate par rapport à cette plante, la Sagittaria, c'est qu'elle occupe toujours des espaces où il y a de la navigation. Très souvent, en tout cas. Et qu'elle concurrence énormément l'Egeria ou le lac Garot-Siphon. Quand elle est présente, l'Egeria, je ne la trouve pas. La Sagittaria graminea, on la trouve par exemple sur le port de l'Esteille, en périphérie du port. Ouais. La solution m'a clairement été posée. Alors, est-ce qu'elle est utopique? Est-ce qu'elle est... est-ce qu'on est dans le domaine du délire, du délirium? Je ne sais pas, mais c'est la question que je voudrais poser. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une reproduction de la Sagittaria graminea pour lutter, pour limiter la propagation, pour limiter le développement des plantes hydrophiles pures, comme sont Egeria et... Alors, en fait, moi, je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Moi, ce que je te conseille, Laurent, c'est peut-être pas de faire attention, de toujours vouloir réintroduire des espèces exotiques pour lutter contre une autre espèce exotique, sur d'autres, oui, en l'occurrence, 2 espèces exotiques. Donc là, on ne sait pas vers quoi on va, c'est un peu jouer avec le feu.
Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, les Egeria et l'agarosiphon se développent principalement dans les milieux qui sont impactés par l'homme. Donc à partir du moment où on a des creusements, où on creuse, on crée des biotopes favorables à ces espèces-là, on aura ces espèces-là, parce que c'est des milieux qui sont dévastés par ces aménagements. Donc, voilà, le problème c'est ça en fait, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on va réintégrer une autre espèce pour lutter contre une autre. Ça, on a déjà testé ça avec les Jussi ou d'autres hydrophytes, avec la carpe chinoise, ce genre de choses. À chaque fois, ça s'avérait par des échecs. Donc j'aurais tendance à dire non, sachant qu'en plus, j'aurais pas tout à fait la même vision que toi sur la distribution de Sagittaire, parce que nous, dans l'étude qu'on a menée, on est allé dans des endroits qui étaient très très préservés, sur du sable, où il y en avait beaucoup aussi. Quand je dis préservé, de la présence de bateaux. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas te dire encore une potentielle méthode de gestion miracle. Non, je pense que malheureusement, la solution miracle, ça serait d'arrêter d'artificialiser les milieux et de faire attention et d'agir le plus précocement possible quand on a une nouvelle espèce qui arrive. C'est ce qui ne s'est pas passé à l'Estey, c'est-à-dire que tu as sonné la sonnette d'alarme à plusieurs guichets, personne ne t'a répondu, et du coup l'espèce elle a fait son chemin à l'échelle du lac, et maintenant elle est probablement partout dans le lac de Cazaux-Sanguinet. Je confirme, oui. Merci. Oui, Frédéric Labatte, chercheur en écologie aquatique, Société Aquabio. C'est pas pour poser une question, c'est pour donner quelques éléments de réponse à Pierre. Voilà. Donc moi, je peux pas me prononcer sur ce qui se passe sur les grands étangs landais parce que je travaille sur des milieux plus petits. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer à l'échelle de la France sur plus de 300 plans d'eau, c'est que les plantes exotiques envahissantes sont présentes quasi systématiquement dans des milieux qui sont perturbés par l'homme ou par d'autres choses. Voilà. C'est pas le cas pour les invertébrés, par contre, exotiques. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Oui. Voilà. C'est pas forcément de l'eutrophisation. Par contre. Oui, dans ma thèse, pour les Grands Lacs en tout cas, on a vraiment montré une relation très forte entre l'impact physique et la présence de ces espèces-là, tandis qu'on va dire sur des milieux qui sont relativement peu eutrophisés, qui sont plutôt dans des niveaux trophiques oligo-mésotrophes. Alain, oui. Alain Dutartre, ex-Sémagref. Je voudrais juste apporter un complément sur ma vision des choses en matière de relation entre la présence des espèces exotiques, des plantes exotiques envahissantes et l'eutrophisation. En fait, il ne faut pas oublier que ces plantes aquatiques, elles vivent sur notre planète bien avant qu'on y exerce toutes nos activités et nos rejets d'azote et de phosphore. Donc elles sont capables de se développer dans des milieux qui sont très peu riches, dans la mesure où elles sont, pour ce qui est des Egeria, l'agarosiphon qui ont été cités, c'est des plantes qui sont tout à fait capables de se nourrir directement dans les sédiments avec un système racinaire qui est très fonctionnel et qui peut être extrêmement puissant. Donc en fait, la quantité de nutriments disponibles dans les eaux et dans les sédiments est un critère de facilitation de la production de biomasse, mais pas du tout de la présence ni de l'extension dans les biotopes favorables. Donc favorable, c'est pas trop suffisamment de lumière, pas trop de mouvement des eaux, encore que du l'agarosiphon arrive à se développer dans des milieux qui sont un peu courants, enfin légèrement courants. Et puis, de quoi se nourrir à une stabilité de biotope qui soit toujours présente. Donc, pour moi, la quantité de nutriments va jouer peut-être sur la production de biomasse, sachant qu'en plus, ces espèces elles sont capables, pour les deux que j'ai cités, d'occuper tout l'espace disponible depuis des profondeurs de quelques mètres jusqu'en surface. C'est-à-dire la plante occupe la totalité de ce qu'elle peut occuper, les tiges se touchant les unes les autres. On a donc des maximums de biomasse qui occupent toute la masse d'eau possible. Donc voilà, on est bien devant de la production de biomasse. Alors c'est un des sujets qui pose beaucoup de problèmes en matière de gestion, puisqu'on transporte des quantités de biomasse végétale comportant plus de 90% d'eau, on les extrait, et donc on extrait de l'eau. Mais on est bien devant la capacité de la plante à se développer et à produire tant qu'elle a suffisamment de nutriments. Et les nutriments de base dans les milieux naturels, avant même la présence de l'homme, sont suffisants. Juste pour illustrer ce que tu disais, ce que tu dis Alain, c'est par exemple typiquement l'agarosiphon, on le voit de moins en moins dans les zones profondes, on le voit de plus en plus en bordure de rive sur du sable, sauf que c'est parfois une petite touffe de 3 tiges et c'est plus les biomasses, donc vraiment on est à ce que tu dis.
Et puis il y a l'exemple de l'étang blanc, tout simplement, l'étang blanc qui a été très chargé, on peut dire ça, c'est un euphémisme, de la gare au siphon. Puis j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, l'espèce n'est beaucoup moins présente et remplacée, entre guillemets, avec des biomasses aussi importantes par une espèce bien de chez nous, voilà, le myriophile à fleurs alternes, qui n'est pas connu pour être une espèce qui va se jeter sur les nutriments. Et pourtant, les biomasses, elles sont là, elles sont énormes. Mais la gare au siphon, lui, a quasiment presque disparu. Quand on voit les chroniques, c'est vraiment flagrant. Oui, je vous en prie. Laurent Chanac, Aquago. Je vais parler ce coup-là un peu plus de ce que je fais pour répondre un peu à la question de monsieur en haut. Mon travail, je suis hydrobiologiste de base, mais je travaille dans le privé, c'est de préconiser, proposer des solutions sur ce genre de problématiques. La problématique des herbiers envahissants en France, elle est majeure. La solution, il n'y en a pas. Il y a des solutions de gestion par le faucardage, l'arrachage, avec toutes les contraintes négatives que ça peut avoir derrière. Mais de solutions magiques, s'il y en avait une, je serais bien content. Je pense qu'il y aurait plein de gens qui seraient contents, mais on ne l'a pas. Ma question, c'est aussi un peu la relation entre le privé et les acteurs intervenant sur ces milieux aquatiques. Parce qu'il y a des choses qui se font à l'étranger, qui peuvent être intéressantes. Je pense en particulier à des choses qui se font en Irlande, sur le lac Corrib, sur le lac Garo-Siphon, et qu'ils ont reproduit aussi au Québec, où ils utilisent de la toile de jute. Ils recouvrent en fait l'herbier envahissant avec une toile de jute, ce qui permet d'étouffer l'herbier. Ils suivent derrière ce qui s'est fait. Pas que. Alors, pardon ? Non, je dis pas que ça fait pas qu'étouffer l'herbier, mais on en parle. Non, mais c'est une vraie question. Moi, en tant que prestataire sur les milieux aquatiques, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas du bureau d'études, je veux surtout pas l'être. C'est pas mon travail. Vous êtes assez nombreux ici dans la salle pour le faire, mais ça me pose question. C'est des choses, à un moment, je me dis, tiens, c'est peut-être intéressant. Et comment collaborer sur ce genre de sujet où très souvent, j'ai on va dire, des fins de non-recevoir, qui peuvent être non justifiées ou pas, mais il y a aussi de nombreuses collectivités, comme ce monsieur, qui sont devant des murs, qui n'ont aucune solution concrète pour gérer un problème immédiat et qui veulent un peu avancer. Merci. Merci pour votre question. Alors, en fait, je ne sais pas aussi par quoi commencer. En fait, le problème, je pense, vraiment de base, c'est d'arrêter de modifier les milieux, notamment les zones littorales, pour éviter ça. Quand ça arrive, en fait, à part la détection précoce, après, c'est juste de la gestion, c'est-à-dire de creuser un passage là où ça gêne. Essayer de faire les choses correctement en termes de traitement de déchets, de suivi, etc., de valorisation. Et par contre, pour revenir à votre étude dont vous parliez, il y a eu des tests qui ont été faits, donc je crois que c'est sur le lac de Parentis-Biscarrosse, où on s'est aperçu qu'en fait les plantes, une fois qu'elles sont dessous, effectivement, elles sont bien étouffées, on les voit plus. Ça c'est bien, c'est propre. Sauf qu'une fois que tous les personnes qui utilisent les bateaux sont parties, les plantes donc se sont dégradées, elles ont produit des gaz, il y a aussi des sédiments, donc en fait les poches remontent à la surface. C'était un genre de géotextile. Mais le phénomène serait pas le même au final. En fait, les zones de recouvrement, en fait, oui, mais après les toiles qui se recouvrent comme ça peuvent s'ouvrir. On peut avoir des zones. Bon, après, moi, j'avais pas suivi cette étude. En tout cas, on est allé sur le site. Voilà. Moi, ce que je pense que c'est toujours mettre un pansement sur une jambe de bois. Je pense que l'idée, c'est vraiment de faire attention déjà, et puis de créer des zones de passage où ça a créé le plus de problèmes. Et puis le reste du temps, malheureusement, laisser vivre un peu, apprendre à vivre avec, il n'y a que ça. Sur les lacs, je parle, attention, là, sur le contexte lac du littoral. Oui, mais c'est pas la question aujourd'hui. Après, au bout d'un moment, quand les milieux sont saturés, on voit, Géoland a beaucoup travaillé sur ces questions-là pendant des années. Donc il y a eu des tests, il y a eu des travaux, mais au bout d'un moment, quand on voit l'impact que ça peut avoir en termes d'émissions de carbone, d'investissement, malheureusement, le mal est fait un peu. Donc on essaie de creuser un passage et puis il y a des équilibres qui se créent. Regardez le lac Garo-Siphon, il a fallu 30 ans ou 40 ans pour que qu'on commence à avoir des choses se passer. Il peut y avoir des consommateurs qui arrivent, des maladies, des choses comme ça que nous on ne peut pas avoir à notre échelle. Ça se mettra peut-être 50 ans pour que ça se stabilise. On a le...
Oui, mais il faut apprendre à vivre avec la nature et être... Et juste, C'est toute la difficulté où il y a des... j'ai personnellement, alors je suis hydrobiologiste, j'ai tenu une maison d'eau et de la pêche, j'ai travaillé dans les collectivités piscicoles avant de passer dans le privé, et j'ai perdu cette liaison entre moi et vous. Anthony, qui vient de parler tout à l'heure, c'est vrai qu'avec les bureaux d'études, c'est compliqué. Moi, j'aimerais réactiver cette relation sur un peu des échanges de confiance, en étant des fois pas d'accord, ça peut s'entendre, mais en étant transparent. Et pour moi, c'est vraiment très très difficile d'avancer. Vous Sur m'avez des... pas contacté, je n'ai pas souvenir d'avoir... J'ai pas le temps. Ah bah, C'est pour déjà, ça que je suis si là vous où me je contactez et que je vous réponds pas, vous pourrez dire ça. Non, 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 En règle c'est générale, moi. on c'est répond pas aux ta- gens, on est plutôt ouvert, donc Non, mais je n'hésitez sais. pas à nous contacter et on essaiera. Bien entendu, ce que je te dis, c'est moi, alors excusez-moi, c'est ce que je vous dis, c'est moi qui, en manque de temps, forcément là-dessus, c'est un gros regret depuis 10 ans que je viens pas à ce genre de réunion, mais c'est important aussi pour les gestionnaires, au-delà du diagnostic, d'avoir des pistes de solutions. Et c'est vraiment une grosse attente là-dessus. Voilà, merci pour votre intervention. On a encore, je pense, le temps pour peut-être une Non, question, juste, une remarque. juste une Christina. remarque, Christina Ribaudo au laboratoire EPOC. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur les invasives et sur pourquoi il y a plus d'Egeria et moins de lagarosifon. Donc, pour ajouter une note, on n'aura pas de regret à ne pas les avoir étouffés. En fait, c'est compliqué de les étouffer, sachant qu'on a essayé de cultiver des fragments d'Egeria et des lagarosifons dans l'obscurité totale avec très peu de nutriments. Donc, on les a un peu torturés. Ils n'avaient même pas de racines. Et après une semaine dans l'obscurité sans nutriments, on observe encore une Egeria qui est en forme, qui fait des ramifications, qui fait des nouvelles racines adventives. Donc là, il ne faut pas avoir, voilà, c'est pour notre conscience, pas de regrets sur l'eutrophisation, parce que ce n'est pas l'eutrophisation, vraiment les nutriments qui les stimulent. Et ben, si on éteint la lumière non plus, ce n'est pas de suite qu'Egeria elle est censée disparaître. Donc, je supporte les collègues qui parlaient d'une persistance en milieu calme. Donc, ça, c'est vrai. Hein. La Lagarosifon est moins efficace qu'Egeria, mais Egeria, c'est super plante. Voilà pourquoi on la vend dans les aquariums. C'est pour les nuls, la plante pour les nuls. Et ben voilà, c'est bien. Belle conclusion, c'est une super plante. Merci beaucoup, Vincent. Donc, pour la dernière intervention,